Alors, perception et respect du bien-être animal dans les relations homme-cheval, une histoire de biais, telle était la question. J'aurais pu dire où se cache l'erreur, mais comme l'erreur, on a vu tout à l'heure qu'il ne fallait pas avoir des émotions négatives, mais plutôt des émotions positives, j'évite le terme d'erreur. Une histoire de biais, donc la mission qui m'est implantée, c'est de savoir dans quelles conditions, en fait, l'utilisation d'un cheval, d'un équidé, parce qu'il ne faut pas oublier nos amis les ânes, à des fins sportives ou de loisirs, évidemment, sportives au sens large, hein, bien sûr, pourrait parfois, dans certaines circonstances, se rapprocher, voire s'assimiler à une situation pouvant être considérée comme de la maltraitance animale. Je ne dis pas que c'est ma conviction, je dis que c'est la question à laquelle je vais essayer, autant que je peux, de répondre. Autrement dit, quel est le lien entre bien-être animal et relation homme-animal? Est-ce que cette relation, ce lien, il est vertueux ou est-ce qu'il n'est pas vertueux? Est-ce qu'on peut parler d'une relation gagnant-gagnant entre les deux intervenants ou est-ce que c'est très déséquilibré? C'est un peu ces éléments-là que je vais essayer de développer. Alors pour le plan, je ne me suis pas trop cassé la tête. J'ai fait un plan en 3 fois. On va d'abord parler un petit peu de bien-être animal. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, je ne connais pas votre culture de ce sujet, mais vous allez avoir des choses que vous connaissez déjà. Après, on va parler de la relation homme-animal selon mon expérience de praticien vétérinaire. Et puis, je vais faire le lien entre ces deux entités-là en vous parlant d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui, je pense, est une solution d'avenir, enfin, est une façon pour l'avenir de bien argumenter l'utilisation qu'on fait des chevaux, qui est la question éthique autour de l'utilisation du cheval. Alors, commençons par le bien-être animal. Bon, le bien-être animal, on en entend parler depuis quand même un certain temps. C'est pour certains d'entre vous, si je vous pose la question, je pense que j'aurai autant de réponses quasiment qu'il y a de personnes dans la salle. C'est pour certains d'entre vous une idée précise. Ça peut être des conditions environnementales, ça peut être la relation avec l'homme, ça peut être plutôt l'état de santé, ça peut être etc. etc. Globalement, c'est un concept au départ qui est assez multifacette, voire un petit peu flou. Et de ce concept un peu flou, il faut qu'on en tire quelque chose qui soit applicable dans notre pratique quotidienne. Votre pratique d'éleveur, d'équitant, de cavalier, d'entraîneur, et ma pratique de véto également aussi. Donc on va faire un petit rappel historique, rapide je vous rassure, parce que je ne suis pas là pour vous faire l'histoire du bien-être animal à travers les temps, pour voir si on arrive à trouver une définition qui soit plus ou moins consensuelle du concept. Un petit préalable. On y reviendra, mais le bien-être animal, à mon sens, ne peut pas se concevoir sans le bien-être de l'homme, qui est autour de l'animal. Il y a vraiment un seul lien, vous avez sans doute tous entendu parler de ce qu'on appelle le concept One Health, le concept une seule santé, qui dit que la santé, c'est une histoire qui concerne à la fois l'animal, à la fois l'humain et à la fois l'environnement. Donc, pas de bien-être animal si on ne prend pas en considération le bien-être humain. Et je dirais que ce système tripartite est même plus que tripartite dans notre cas présent, puisqu'on a dans la catégorie qui est en bleu, là, les humains, on a différents individus qui n'ont pas les mêmes missions. Il y a les vétérinaires, est-ce qu'en Angleterre on appelle tous les paramédics au sens large, c'est-à-dire en fait toutes les professions de santé animale qui gravitent dans ce milieu de la santé. Il y a tous les professionnels de la filière, avec toute la variété dont on a entendu parler aujourd'hui selon les types de filières. Dans ces filières, il y a des propriétaires, il y a des éleveurs, il y a des détenteurs, il y a des utilisateurs, il y a des éducateurs, il y a plein de sortes de métiers différents. Et puis il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, tout le public des équitants amateurs, ceux qui n'ont pas forcément une culture équestre, ceux qui n'ont pas forcément énormément de connaissances, et tout le grand public qui a encore moins la connaissance de ce que peut représenter un cheval, mais qui a quand même des petites idées sur le fait qu'on l'utilise. Une petite chronologie historique, alors je vais vous faire sortir des chevaux, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais la question du bien-être animal, elle a commencé dans les années 60, 70, donc ça fait quand même un sacré temps, par les questions du professeur Brambell, qui est un Anglais, un biologiste anglais, et qui s'est interrogé sur les techniques d'élevage en milieu industriel, les petits cochons et les poules pondeuses. Et de cette interrogation et de ces recherches est sorti un rapport de ce qu'on appelle la Farm Animal Welfare Council en Angleterre. Donc en fait, c'est un conseil sur le bien-être animal des animaux de rente. Et de ce rapport est sorti
Je fais un très vite un résumé, parce que le rapport il est assez long. Ce fameux concept dont vous avez sans doute tous au moins entendu parler une fois dans votre vie, qui est le fameux concept des 5 libertés. Je vous ai mis la version originale en anglais, et puis je vous ai mis quand même, puisqu'on est quand même en Suisse, dans un pays francophone, et qu'on doit en être fiers, leur traduction en français. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là, mais je voulais rappeler que c'était vraiment le fondement. Je ne m'y attarde pas, mais il y a quand même des choses à en dire. Ce qu'il y a à en dire, c'est que ce concept, je vous ai dit, il est très vieux, hein, les 5 libertés, mais il fait toujours référence. C'est-à-dire que dans toutes les publications, voire dans quel que soit leur niveau scientifique, on fait assez souvent référence à ce concept-là. Donc il est encore prégnant, bien qu'il ait un certain nombre de dizaines d'années d'âge. L'avantage que je verrais surtout à ces notions-là, c'est qu'on considère enfin l'animal comme étant le sujet. Il faut voir qu'avant ça, la question du bien-être des animaux dans l'élevage industriel, c'était juste une question de productivité. Le reste, ce n'était pas tellement une question importante. Après, là, on a commencé à prendre en considération l'animal en tant que tel et quelles étaient non pas ses attentes, on n'en était pas là, mais quelles étaient les conséquences pour lui de ces techniques d'élevage. On prend en compte à la fois les besoins physiques, mais aussi les besoins physiologiques de l'homme. Je peux vous le remettre dans la liberté de ne pas souffrir de douleur, de ne pas avoir de peur ou de détresse. On est typiquement dans le sujet du jour, quoi, en fait. Après, il y a aussi quelques critiques qu'on peut ramener sur ce concept-là. C'est qu'il parle souvent et essentiellement de ne pas avoir ça, ne pas avoir ça, ne pas avoir ça, qui sont des concepts relativement négatifs, mais on ne parle pas de ce qu'il faut faire pour ne pas avoir ça. C'est-à-dire qu'on ne donne pas les bonnes pistes, on ne relève que les mauvaises pistes. Et donc cette approche positive, elle est quand même un peu nécessaire pour avancer et pas se limiter à un état de la critique de la situation. Il n'y a pas non plus dans les 5 libertés de façon d'évaluer la progression, voire la non-progression, voire la régression des différents critères. Et en plus, tout ça, ça reste relativement théorique et pas trop applicable en pratique directement. Petite évolution, alors on a fait un saut dans le temps, on a passé l'an 2000, on est arrivé à un autre concept que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le welfare quality. Alors là, on est passé de 5 libertés à 4 domaines et 12 critères. Pareil, je vous les ai mis en français, c'est plus facile à lire. C'est cette chose-là, dans l'histoire de la prise en compte du bien-être animal, a débouché sur des protocoles, mais qui sont essentiellement aujourd'hui encore, bien qu'il existe un protocole Welfare Quality cheval, qui sont utilisés essentiellement en production animale au sens large, veaux, vaches, cochons, poulets, etc. Sous la forme de questionnaires d'élevage qui sont assez longs, fastidieux, peu applicables en pratique sur le terrain en ce qui nous concerne, et je dirais même peu adaptables à la variabilité de l'utilisation du cheval qu'on a dans notre secteur. Encore un petit bond dans le temps. En France, on a une grande habitude d'avoir des tas d'agences qui font des tas de trucs pour faire des tas de normes et des tas de textes. On en a une qui s'appelle l'ANSES. Alors, ce n'est pas une critique de l'ANSES, mais c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentaire et environnementale, et qui, un jour, en 2018, à l'issue de l'évolution de l'ensemble des travaux qui ont été faits sur la thématique bien-être animal, a défini le bien-être animal. On s'est dit, chouette, on a une définition. On va voir si ça va être applicable sur le terrain. L'ANSES, je vous l'ai mis in extenso, là, cette définition, a rendu cet avis en 2018 et a dit le bien-être animal, c'est un état mental et physique positif. On revient beaucoup à ce qu'on a dit dans toute cette journée sur la prise en compte de l'état mental et pas uniquement des conditions environnementales de vie du cheval. C'est pas, pour prendre un exemple un petit peu terre à terre, c'est pas la taille de la porte du box, ni la hauteur de la paille dans le box, qui est un critère de garantie d'une bonne prise en compte du bien-être animal. Mais c'est aussi, le bien-être animal, dit l'ANSES, une satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, très bien, et de ses attentes. Et c'est là où, en fait, on a besoin d'aller un petit peu plus loin dans la prise en compte, c'est que maintenant, pour dire ce cheval a un état de bien-être animal ou est conforme aux exigences du bien-être animal, il faut prendre en considération ses attentes de cheval. Donc, il faut regarder le cheval et pas la hauteur de paille dans le box. Et en plus, l'ANSES nous dit que cet état varie. Alors, c'est super parce que si on ne peut pas faire un certificat cheval BEA, on est obligé de voir comment ça fait au fur et à mesure de sa vie. Sébastien l'a expliqué, entre les différentes étapes de l'histoire du cheval, les problématiques peuvent être un petit peu différentes. Alors je voulais simplifier l'histoire du bien-être animal. Si vous voulez le bien-être animal pour les nuls aujourd'hui, parce qu'on est passé de 5 à 12 avec 4 critères, et maintenant on revient à 3. Tout ça pour ça.
Donc les 3 critères, je suis désolé, encore un anglicisme, les 3 F, c'est Friends, les amis, Freedom, la liberté, Forage, le fourrage. Si vous voulez repartir avec une idée simple à appliquer chez vous, déjà si vous avez ça, vous êtes déjà sur le bon chemin. Vous n'avez pas tout, mais vous êtes sur le bon chemin. Quelles sont les conséquences de tout ça? Les conséquences, c'est que cette définition de l'ANSES du bien-être animal, elle a conduit à, alors encore une fois, bien mettre au centre de la problématique l'animal en tant que tel, c'est-à-dire sa valeur intrinsèque d'être vivant, et elle a conduit à distinguer ce qu'on peut appeler de la bienveillance, c'est-à-dire l'intention de bien faire. Je vais vous donner un exemple pratique, pas applicable en Suisse aujourd'hui, applicable chez moi dans l'ouest de la France aujourd'hui. Quand il fait 12 degrés, ça ne sert à rien de mettre 3 couvertures à un cheval. C'est de la bienveillance, c'est pas de la bientraitance. D'accord ? La bientraitance, traduction anglaise, c'est welfare. Quand les Anglais parlent de welfare, ils parlent de bientraitance. Ils ne parlent pas de bien-être. Attention, une petite subtilité là. C'est l'ensemble des moyens qu'on va mettre en œuvre pour ne pas être dans l'état inverse, qui est l'état de maltraitance. Donc on peut être bientraitant, et pour passer de la bienveillance à la bientraitance, ce qui est important, c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est de se former, de savoir faire cette évolution-là, pour ne pas faire les erreurs de mauvaise interprétation des choses. Et le bien-être animal, ce qui en anglais se traduit parfois dans certains textes sous le nom de well-being, et non pas welfare, c'est l'état qu'on cherche à reconnaître et à atteindre. Qu'on cherche à atteindre, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'objectif, ça veut dire qu'on ne l'atteindra jamais. C'est-à-dire que vous n'atteindrez jamais l'état universel du bien-être des chevaux chez vous. Mais si vous pouvez vous en approcher, c'est quand même mieux. Et comment on fait pour passer de la bientraitance au bien-être ? Eh bien, il faut savoir évaluer le bien-être. Parce que si on n'évalue pas le bien-être, on ne peut pas savoir si on s'en rapproche ou si on ne s'en rapproche pas. Les limites, c'est qu'on a encore cette notion d'attente qui reste un petit peu floue. Et puis encore une fois, moi je suis quelqu'un qui a les pieds dans les bottes tous les jours. C'est bien gentil tout ça, mais comment on fait pour en faire quelque chose dans notre pratique quotidienne ? Alors en France, on a des agences, mais on a aussi des lois, des codes. On en a 3, code rural, code civil, code pénal. En Suisse, je ne sais pas, j'y connais rien, donc il faudra demander aux autochtones qui nous expliquent s'il y a des similitudes ou s'il y a des différences. Je vous ai remis là, mais c'est plutôt pour mémoire, l'essentiel des choses qui sont dans les textes de loi français. Alors peu importe les détails, la notion importante, c'est la notion d'animal sensible. Ce qu'il faut savoir, c'est que hier, c'est-à-dire jusqu'en 2015, la notion d'animal sensible n'existait que dans le code rural. Et le code rural dit simplement qu'il ne faut pas faire de mauvais traitements et que chaque détenteur sait de ce dont l'équidé a besoin. Et que l'animal doit être placé dans des conditions environnementales favorables. Donc en fait, ça s'est avéré devenir un peu problématique parce qu'on ne peut mettre en cause une atteinte au bien-être animal chez le cheval que si on rentre dans ces 3 exigences-là. Pas de mauvais traitement, pas un détenteur ignorant, on va dire, encore faut-il arriver à le prouver, et puis des conditions environnementales qui ne sont pas favorables. Et en 2015, dans le Code civil, la notion d'animal vivant doué de sensibilité est apparue. Ce qui veut dire que le cheval a un petit peu changé de statut, il est passé d'un bien meuble, c'est-à-dire d'un bien qu'on achète comme une machine à laver ou une voiture, à un bien meuble un peu particulier qui a une certaine sensibilité. Et puis il y a eu de nouvelles lois, notamment en 2021, pour améliorer, pour upgrader un peu la prise en compte, la répression sur la maltraitance animale qui est dans le code pénal, et la meilleure prise en compte du bien-être animal chez le cheval. Alors maintenant, après ce petit rappel, vraiment là, je pense que je ne vous ai pas appris énormément de choses, mais pour vous recadrer un petit peu les choses, on va parler de relations homme-animal. Alors il ne faut pas oublier un truc, c'est que les chevaux qu'on a aujourd'hui entre nos mains, ce sont des chevaux domestiqués. Ce n'est pas le tarpan ni le cheval sauvage de Przewalski, qui n'existe plus. Forcément, cette espèce cheval, au fur et à mesure de l'évolution et du temps, s'est adaptée à son nouveau mode de vie et s'est même adapté physiquement à de nouveaux modes de vie. C'est ce qu'on appelle la phylogénèse, ou plus simplement l'évolution de l'espèce, c'est la fameuse théorie darwinienne. Mais ça a été dit tout à l'heure dans l'exposé sur le développement, c'est exactement ce qui se retranscrit dans l'ontogénèse, c'est-à-dire dans le développement comportemental du jeune animal, qui en fait part de son état initial d'animal sauvage, de façon innée, et qui retrace au fur et à mesure de tout son développement jusqu'à son âge adulte, qui retrace en fait l'évolution de son espèce. Et ça, c'est vrai dans toutes les espèces.
Donc on est deux espèces différentes avec le cheval. Deux espèces différentes ayant évolué, parce que nous aussi on a évolué. On a un petit peu changé depuis l'époque des Cro-Magnons. Et deux espèces différentes qui se côtoient et qui coexistent, c'est une source de biais. Alors on va prendre des exemples de biais. Je n'ai pas la prétention de vous faire la liste totale de l'ensemble des biais chez le cheval, mais on pourra en discuter éventuellement. Je regarde juste mon timing. OK. L'un des plus classiques, des plus faciles dont on peut se souvenir, c'est le biais par rapport à ce qu'est l'univers sensoriel du cheval. Le nom a été cité tout à l'heure, il faut savoir ce que c'est que l'Umwelt. L'Umwelt, c'est un concept qui est assez ancien, parce que c'est avant au début du 19e siècle, du 20e siècle, pardon. C'est le concept de Jacob von Uexküll, je suis désolé pour la prononciation, qui dit que chaque espèce a son environnement sensoriel propre, et chaque individu, même au sein de cette espèce, entre le poulain et l'adulte ou le vieux cheval qui éventuellement peut souffrir d'une cataracte et avoir un champ visuel qui a été un petit peu modifié, a son monde à lui. J'ai pris un exemple qui va vous parler, c'est l'exemple du champ visuel du cheval. Alors ça, c'est tiré de McGreevy dans la Bible sur le Keen Behavior de 2004. C'est pas la photo. Et en fait, vous avez la reconstruction du champ visuel du cheval ici. Hop là, je ne sais pas si je vais l'avoir. Voilà. Bon, moi, j'ai une flèche, je n'ai pas de lumière, bon, c'est pas grave. Et vous avez le champ visuel humain focalisé ici. Nous, on a un champ visuel centralisé avec... Alors, on ne s'en rend pas compte au quotidien, mais en fait, les zones en périphérie sont moins nettes que les zones centrales. Les chevaux, ils ont une vision panoramique, où c'est flou, en gros, partout, mais jusque derrière eux. Et donc, quand vous voulez, même quand vous vous appelez, et que vous êtes aussi doué que Sébastien, quand vous voulez rentrer un cheval dans une boîte noire et que lui, il voit ça, il faut concevoir que son univers, à lui, rend les choses moins faciles que ce que vous voyez vous-même. Surtout quand en plus le machin il se met à bouger comme ça derrière et que ça c'était pas prévu dans le programme. Un autre exemple, et je pense qu'on connaît un petit peu moins, est-ce que vous savez ce que c'est que l'accommodation visuelle? L'accommodation visuelle, on éteint tout ici, on rallume, on va voir combien de temps on se met à réadapter notre pupille à l'éclairage. Chez le cheval, il est beaucoup plus lent que chez l'homme. Donc faire passer un cheval d'une écurie sombre à la cour où il y a un plein soleil, ça lui prend beaucoup plus de temps qu'à vous. Si vous ne prenez pas ça en compte, vous pouvez vous tromper sur la réaction du cheval quand il passe de l'obscurité à la lumière. On l'a cité aussi aujourd'hui, je ne vais pas développer, mais le cheval vit dans un univers olfactif qui n'est pas du tout le nôtre. Ça a été un petit peu testé dans certaines publications que tu as citées tout à l'heure, notamment sur le fait des compresses, la frotter sous les bras sur des gens exposés à telle ou telle humeur ou à telle ou telle émotion. Il faut savoir que le cheval a des perceptions olfactives différentes. Quand vous sécrétez des hormones de stress sur votre peau, parce que vous êtes énervé, le cheval va le percevoir. Vous en rendrez peut-être pas compte, votre voisin de boxe s'en rend pas compte, mais votre cheval, il s'en rend compte. Et puis, alors oublions pas qu'ils vivent aussi dans un monde de phéromones, que nous, a priori, on perçoit quasiment pas. Et n'oublions pas aussi que les contacts tactiles chez le cheval, qu'on a vu comme exemple dans le grooming réciproque, par exemple, ils sont effectivement très très importants dans ce monde. Et moi, par exemple, dans ma pratique quotidienne, je fais beaucoup du contact tactile pour faire une injection, faire une infiltration, pour palper telle ou telle région un petit peu inaccessible en temps normal sur un accès direct. Mais dans le pansage au quotidien, c'est pareil. Si vous arrivez avec votre brosse et que vous la mettez au niveau du fourreau directement sans prévenir le cheval, en général, il n'y en a pas un, même les plus socialisés, qui ne va pas réagir à ça. Donc il y a des zones de contact tactile qui sont différentes. Alors je ne dis pas par rapport à nous, mais qui sont différentes à d'autres espèces. Le chien, vous pouvez lui gratter le ventre, il adore ça. Le cheval, le chat, on n'en parle pas parce qu'on a dit qu'on n'en parlait pas. Après, il y a d'autres types de biais, il y a les biais de communication également. Alors, ce qu'il faut savoir de façon très très simple, il y a eu plusieurs bouquins qui ont été publiés là-dessus, notamment, je cherche le nom, je ne l'ai plus en tête, mais je me reviendrai tout à l'heure. Le cheval est plutôt tolérant vis-à-vis des contacts tactiles maintenus prolongés. Il est plutôt tolérant par rapport à un mouvement perçu relativement lent. Et l'inverse, c'est-à-dire des contacts tactiles ponctuels et rapides, sont plutôt moins bien perçus au niveau sensoriel. Après, il y a le paraverbal,
de l'humain, qui est varié. Alors c'est sûr que quand le paraverbal c'est ça, là on a tout, le contact tactile, prolongé, agréable et tout ça. Quand c'est ça, bon, c'est pas tout à fait le même contact tactile. Donc comme je voulais vexer personne, j'ai mis un personnage irréel. Mais j'aurais pu mettre un vrai, hein, j'en vois des comme ça. Voilà, donc pas oublier aussi ça, et ça vous le voyez tous, moi je vais vous donner une expérience personnelle, les étudiants vétos, c'est une catastrophe les étudiants vétos. Quand on leur dit, voilà, va me tondre le cheval là-bas, 9 fois sur 10 ça finit avec un accident. Dans le meilleur des cas c'est l'étudiant qui est accidenté, dans le pire des cas c'est le cheval, ou les deux. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent avec la tondeuse et ils font comme ça. Et quand le cheval bouge, ils font comme ça. Donc forcément, en matière d'apprentissage, il est absolument impossible que l'animal cheval considère ce contact tactile comme étant un contact positif et correct. Après, il y a aussi des biais d'apprentissage. Alors, ça a été cité tout à l'heure, effectivement, l'expérience de Miller. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on développe, mais je pourrais répondre aux questions. Mais c'est en gros des expériences de manipulation précoce et relativement invasives, pour ne pas dire relativement violentes, qui auraient eu, selon la théorie de Miller, mais ça date à l'époque, c'était quelque chose qui a été vraiment beaucoup mis en avant, qui aurait pu diminuer les réactions de fuite du cheval dans les manipulations des années et des années après. Aujourd'hui, on sait, grâce notamment à beaucoup d'études qui ont été faites à l'IFCE, que les contacts tactiles précoces, moins intenses et un peu plus prolongés, ça marche beaucoup mieux que très intense et dans les 10 premières minutes de vie du cheval, parce que ça fait le processus inverse, ça fait ce qu'on appelle la sensibilisation. Et puis, il y a la théorie de l'apprentissage. Alors, ça a été pas mal développé. Je vais reprendre juste 2 petits exemples. Vous connaissez tous le chien de Pavlov, le fameux chien qui se met à baver à la sonnette. C'est-à-dire qu'au début, il se met à baver quand on lui amène à manger, parce que c'est un stimulus inconditionnel qui entraîne la salivation parce qu'il a faim. Ensuite, on associe par un processus d'apprentissage associatif un bruit de clochette, enfin, c'était l'expérience de Pavlov, à l'arrivée de cette récompense, ce stimulus inconditionnel qui est la récompense alimentaire. Et puis au bout d'un moment, c'est la clochette qui entraîne la réaction sans la récompense alimentaire. Alors ça, c'est assez classique. Alors on l'utilise sans le savoir au quotidien. Quand vous allez quand vous voulez faire pisser un cheval dans un salivarium, quand vous sifflez, quand les jockeys en course ils sifflent, en fait, c'est simplement parce qu'ils ont, volontairement ou pas, ou par habitude, associé le fait de siffler au fait que le cheval urine, et puis au bout d'un moment, le cheval il se met à uriner parce qu'il siffle, en fait. Donc si vous avez ce cheval qui a envie de faire pipi, il rentre dans son box, comme la plupart des chevaux, ils urinent assez rapidement, après le travail, par exemple. Si vous associez à ça, avant, ou un... c'est plutôt ça le sifflement qu'ils utilisent, au bout d'un moment, le cheval associe les deux, et ça lui donne, entre guillemets, l'envie d'avoir ce comportement. Le clicker training, je ne développe pas parce que ça a été tellement bien présenté qu'il n'y a rien à dire, mais le fait d'associer le clic-clic avec la récompense alimentaire, c'est de l'associatif, c'est du pavlovien, ni plus ni moins. Mais attention, des fois ça génère des phobies. C'est-à-dire que si l'association est non pas et non pas quelque chose qui est fait dans les règles de l'art, on peut avoir une réaction violente qui peut être conditionnée par le stimulus inconditionnel et au bout d'un moment, le cheval va se mettre à fuir parce qu'on l'a associé telle présence ou telle situation avec une situation qui était désagréable pour lui. Donc là, ça marche parce que c'est positif comme renforcement. Si c'est quelque chose qui est négatif pour le cheval, ça marche à l'inverse. Donc voilà. Et puis, il y a quand même le facteur limitant, on en a parlé un peu aujourd'hui, mais c'est la douleur. On ne peut pas associer réellement, par conditionnement pavlovien, et à mon avis, mais peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, même en clicker training, quelque chose qui soit douloureux au sens d'un seuil de douleur au-dessus du seuil de tolérance du cheval, avec de l'apprentissage type associatif pavlovien. Parce qu'il y a un moment où, de toute façon, si la douleur est trop intense, moi je ne peux pas recoudre un cheval avec un clicker. J'ai essayé, ça ne marche pas. Lui mettre un collier dans l'œil, oui, mais il ne faut pas que la douleur soit trop importante, ou alors il faut qu'on ait pu la contrôler avant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même, heureusement, fait énormément de progrès sur la gestion de la douleur chez le cheval. Et du coup, maintenant, on peut gérer la douleur de façon ce qu'on appelle multimodale. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en utilisant des protocoles de traitement qui sont beaucoup plus puissants que simplement le petit coup d'anti-inflammatoire ou de phénadine qu'on donnait avant. Voilà. Pub.
Ce qui est important dans le conditionnement opérant, c'est que là, on est... Alors, le conditionnement opérant, c'est l'autre technique d'apprentissage. Et là, on est dans un processus un petit peu différent, parce qu'on demande au cheval une réponse volontaire qu'on va renforcer ou punir selon si on veut qu'elle soit plus fréquente ou si on veut qu'elle soit moins fréquente. Quand on dit renforcement, ça veut dire que le stimulus qu'on va apporter va suivre la réponse et va en augmenter la probabilité, l'intensité ou la fréquence. Quand on parle de punition, alors quand on dit punition, il faut bien penser, c'est pas punition, c'est pas la raclée à la cravache, hein, c'est vraiment le stimulus qui va interrompre la séquence parce qu'il va être plus ou moins aversif, ou du moins qui va interrompre cette séquence en créant quelque chose de désagréable pour le cheval. Et donc la probabilité, l'intensité ou la fréquence de la réponse vont diminuer. Entendez positif ou négatif comme positif quelque chose qui apparaît, négatif quelque chose qui disparaît. Je vous l'illustre d'un petit schéma, c'est plus simple. On a un stimulus, on a un cheval qui perçoit ce stimulus, quel qu'il soit. On a un truc qui passe par la grosse boîte noire là-haut qui s'appelle le cerveau. On a la cognition animale qui vient moduler ça en fonction de l'expérience du cheval, de son état d'humeur, etc. Et on a une réponse motrice qui est produite. Si on veut renforcer ça, si on veut augmenter la fréquence, on peut faire apparaître une récompense à la fin de cette séquence ou apparaître un stimulus négatif au début de la séquence. Faire disparaître, un stimulus aversif au début de la séquence. Dans un cas, c'est par exemple la gratouille ou la récompense alimentaire. Dans le deuxième cas, c'est le principe de l'utilisation de toutes les aides de jambes chez le cavalier, où le stimulus, la pression de la jambe, le stimulus aversif disparaît dès que le cheval a fait le bon comportement. Attention, il faut respecter les règles et la chronologie de ça. Ça a été dit un petit peu plusieurs fois aujourd'hui. Une récompense, ça ponctue la séquence qu'on veut renforcer. Si la récompense, elle arrive avant, au milieu ou très très longtemps après, ça ne marchera pas. Inversement, la punition, je voulais un petit peu comme ça. Alors la punition, on est dans le cas de figure où on veut diminuer la probabilité d'apparition de la réponse. On peut avoir un stimulus aversif qui apparaît au début de la séquence et qui va l'interrompre. Ou alors on peut avoir un stimulus positif qui disparaît ou qui n'apparaît pas. C'est-à-dire une situation d'inconfort qui n'apparaît pas si le cheval répond bien, c'est-à-dire ne produit pas le comportement. À nouveau, la règle, c'est que la punition doit interrompre la séquence. Donc les punitions après, ça ne marche pas dans ce processus-là. Je vous l'illustre par ça, par exemple. Les récompenses non éthologiques, on en a peu parlé. La grande claque sur devant-derrière, avec un cavalier qui fait ça avec les jambes, ce n'est pas une récompense. Pour le cheval, ça ne peut pas être perçu comme une récompense. De la même façon, une punition qui est hors contexte, c'est-à-dire qui est produite à la fin d'une séquence qu'on ne voulait pas voir ou qui est complètement disproportionnée. Bon, je n'ai pas mis quelques photos pour illustrer et qui sont un peu des mauvais souvenirs. On ne va pas parler de Pékin il y a 4 ans. Mais c'est des choses qui sont contre-productives en matière d'éducation. Et puis, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a un concept qui est important par rapport à ça, c'est d'avoir en tête que ce que l'on applique comme technique d'apprentissage peut être plus ou moins bien perçu par quelqu'un qui ne connaît pas les principes d'apprentissage. Et quand on sait expliquer que la punition est une façon de diminuer une fréquence, mais c'est quelque chose, c'est un stimulus qui vient au début de la séquence pour l'interrompre, si on explique ça à quelqu'un qui ne connaît pas, il peut comprendre le concept de punition. Si vous lui dites non, on fait une punition, ben en fait, pour quelqu'un qui n'est pas du milieu équitant, il va comprendre qu'on utilise la punition comme étant le moyen d'éducation. Donc c'est ce que les anglo-saxons appellent, alors je suis désolé pour l'anglicisme, le social license to operate, c'est-à-dire en fait l'acceptation sociétale de la chose. Il y a des contre-exemples dans les apprentissages. Il y a des apprentissages qui se font sans qu'on s'en rende compte et qui sont plutôt positifs. Et je crois que c'est important aussi de les rappeler. Il y a aussi des rituels qui s'installent par apprentissage entre l'homme et le cheval. Moi, j'ai toujours souvenir de la réaction d'un cheval quand son cavalier ou sa cavalière arrive à l'autre bout de l'écurie et qui manifeste des signes évidents qu'il le reconnaît et qu'il est content de son arrivée. Il faut savoir qu'il y a au niveau européen on va dire des recommandations qui sont éditées pour avoir une meilleure prise en compte du bien-être animal dans tout ce qui est, alors c'est pour les chevaux mais également pour d'autres espèces, dans tout ce qui est dans méthode d'entraînement. Donc c'est intéressant de se tenir un peu au courant de ça. On peut parler maintenant d'éthique des pratiques équestres parce que l'évaluation des biais peut aussi passer par de mauvaises pratiques.
Alors il y en a un qui est connu, qui est un peu, alors je ne les ai pas tous cités, mais j'ai cité celui-là par exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations qui sont faites sur le fait que l'utilisation d'une muserolle est quelque chose qui est, on va dire, usuel dans les pratiques équestres, mais néanmoins qui est peut-être soumis à une meilleure utilisation. Et aujourd'hui, le serrage de la muserolle, comme étant un moyen de coercition relativement important, est quelque chose qui peut on peut dire, se réguler ou amener à des questions. Moi, je ne sais pas ce que ça vous inspire, vous, mais moi, quand je vois ça, tout le monde voit un... Ah, zut, c'est pas ça que je voulais vous faire voir. Désolé. Je vois pas une muserolle trop serrée, moi. Moi, je vois un cheval qui est en état de mal-être. Je vois un cheval qui exprime des comportements. Et ce que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'en fait, on ne réglera pas, par exemple, la problématique du serrage de muserolle en mettant un tensiomètre sur la muserolle. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème, mais c'est plutôt en sachant repérer ces choses-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut serrer la muserolle au sang, mais ça veut dire que le paramètre, l'indicateur qui est important, c'est encore une fois le cheval et pas forcément le reste. Puis il y a des choses qui sont à éviter. Alors je voulais vous faire un peu peur, vous mettre dans l'inconfort. Ça, c'est les thermocotères. Je ne sais pas si c'est quelque chose, j'imagine qu'en Suisse, c'est comme en France, c'est interdit. Mais ça, c'est des pratiques aujourd'hui, même avec beaucoup de conviction et d'expliquer que ça fait pour faire coaguler les tendons après une tendinite, jamais vous ferez avaler ce genre d'argument à quelqu'un qui ne connaît pas les chevaux. C'est-à-dire brûler la peau et les tendons d'un cheval pour qu'il puisse recourir, c'est aujourd'hui totalement inacceptable et injustifiable. Surtout que, et je voulais mettre un petit peu, par rapport à la petite question que j'ai posée tout à l'heure, une expérience d'un cheval que j'ai vu qui avait eu des thermocotères et qui exprime ça en grimace faciale. Celui-là, il n'a pas peur, il a mal. Hein. Il a vraiment mal. Hein. Voilà. Tout ça pourquoi ? Tout ça parce qu'en fait, nos pratiques équestres, quand je dis pratiques équestres, c'est au sens large, et qu'on soit éleveur, qu'on soit cavalier, qu'on soit n'importe quel type d'activité, il faut quand même à un moment se poser la question de l'éthique de ce qu'on fait avec nos chevaux. Alors le penseur de Rodin, je ne suis pas le penseur de Rodin, mais je pense que c'est un peu bien de se poser et puis de prendre du recul par rapport à ces questions-là. Qu'est-ce que c'est qu'une question éthique ou qu'un problème éthique ? C'est un conflit de valeurs ou de principes qui n'admet pas une seule et unique solution. Donc déjà, quand on se pose une question éthique, ça ne veut pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça veut dire qu'il y a peut-être plusieurs graduants dans la réponse à apporter à cette question-là. La définition de l'éthique, ça vient du grec ethos, qui sont les mœurs, c'est-à-dire c'est les us et coutumes qui sont propres à la culture et à une époque. Les mœurs en 1800, à l'époque napoléonienne, pour être, voilà, je ne me souviens plus de la date, n'étaient pas du tout les mêmes que les mœurs aujourd'hui dans le milieu du cheval. Donc il faut tenir compte aussi de la culture et de l'époque. L'éthique, c'est une partie de la philosophie qui a pour objet la morale et les mœurs, qui veut essayer de répondre à la question qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est mal, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, etc. C'est ce qui fonde les valeurs morales des choses. Alors, ça, c'est une définition assez théorique. Il y a plein de branches de l'éthique. Là, on va parler d'éthique clinique, on ne va pas parler d'éthique philosophique, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Puis je pense que ça va nous emmener un petit peu trop loin dans les réflexions. Et on peut s'inspirer, notamment chez le cheval, de ce qui se fait en bioéthique. Alors tout à l'heure, je vous ai emmené dans d'autres espèces. Là, je vous emmène dans médecine humaine. Sachez que les principes de bioéthique se basent sur... Alors, la bioéthique, c'est surtout important dans les soins médicaux, et notamment pour les soins de fin de vie. Et dans les soins de fin de vie, on se base sur 4 principes qui sont cités là, qui sont le principe d'autonomie, c'est-à-dire l'obligation morale de respecter l'autonomie de la personne âgée que l'on soigne, le principe de non-malfaisance, c'est-à-dire déjà pas lui faire du mal, le principe de bienfaisance, c'est-à-dire d'agir pour faire que, au moins, à défaut qu'elle soit en état de bien-être, on avance vers cet état de bien-être, on progresse vers cet état de bien-être, en lui apportant un certain nombre de bénéfices. Et le principe de justice, c'est-à-dire d'être équitable à la fois vis-à-vis de la personne, vis-à-vis des autres malades et vis-à-vis de la société tout entière. Ça, c'est les principes de la bioéthique en humaine. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Alors, on résume ça un peu comme ça. Donc, avoir au moins une certaine justesse, ah ben, j'ai pas de truc, voilà, c'est pas grave. Dans ce qu'on fait, avoir un consentement de la personne, faire du bien, ça c'est des mots, et puis d'abord ne pas nuire. Ça c'est des concepts que vous avez chez les soignants, dans les EHPAD par exemple, par rapport aux personnes âgées, pour savoir si on doit ou pas faire tel ou tel traitement.
Qu'est-ce qu'on peut en faire en relation homme-animal en cheval? On peut en faire un avis ou une consultation éthique en respectant ces 4 principes, c'est-à-dire déjà en formulant la question dans un premier temps, et en respectant ces 4 principes, celui de l'autonomie et de la valeur morale de la chose que l'on fait, en respectant le principe de bienfaisance, c'est-à-dire de faire en sorte que les moyens qu'on met en œuvre aillent dans le sens de l'approche du bien-être, en essayant de ne pas être malfaisant, c'est-à-dire qu'on ne va pas être à l'encontre de ce qui peut améliorer l'état de bien-être de l'animal, et en ayant, encore une fois, alors une justice par rapport à l'individu cheval, mais surtout par rapport à la société qui utilise cet individu cheval, c'est-à-dire de savoir que si ce que l'on fait n'est pas perçu comme étant acceptable moralement et juste par la société, peut-être qu'il faut se poser la question de savoir comment on doit le faire autrement. Donc, en gros, la méthode, c'est ça. On a une question éthique. On est pour, on est contre. On pose le sujet. On ne fait pas de malfaisance. On essaye de faire de la bienfaisance. On respecte l'autonomie. On respecte la justice. Vous avez tout compris? Non, je vous prends un exemple. Hop, ça va être plus facile. En voilà un exemple de tous les jours dans les pratiques équestres. Alors, la question éthique est posée, est-ce qu'on peut utiliser l'hyperflexion? Alors, comme je suis en Suisse, j'ai fait une petite illustration. La photo, elle vient de quelqu'un qui est d'ici, qui s'appelle, je ne la connais pas, Katia Knicknaffel, je ne sais pas comment on va prononcer, mais qui vient d'Avanches. Alors, pour ça, je me suis permis de mettre cette petite photo que j'ai piquée, je ne sais plus où, pour lui rendre un petit hommage. Je ne la connais pas du tout, mais bon, voilà. Donc, sur le sujet de l'hyperflexion, quel est le sujet? Est-ce qu'on peut utiliser ça? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est acceptable, éthiquement parlant? Le principe de l'autonomie, c'est quelles sont les bonnes pratiques qui sont conformes à la morale. Est-ce que, moralement, on peut considérer que c'est une bonne pratique de mettre un cheval dans un état d'hyperflexion? Oui ou non? Je ne donne pas une réponse, je pose la question. Est-ce que l'on peut accepter, est-ce que c'est acceptable sociétalement, principe de justice, de faire ça? Est-ce que pour quelqu'un de l'extérieur, un cheval dans cette position-là est une situation qui paraît normale et acceptable? Est-ce que c'est bienfaisant pour l'animal? C'est-à-dire à partir de quels critères on peut voir, je ne sais pas, un critère de relaxation, une posture, une posture générale ou une expression faciale qui laisserait à penser que le cheval est en état de décontraction. C'est l'argument, par exemple, de beaucoup de cavaliers qui utilisent ça comme technique. Et le principe de non-malfaisance, c'est-à-dire quelle est la conséquence pour l'animal? Est-ce que ça lui fait mal? Est-ce que ça génère des lésions? Est-ce que ça génère des troubles respiratoires? Est-ce que ça provoque des dorsalgies? Est-ce que ça le rend plus performant? Etc. etc., etc. Est-ce que c'est douloureux, par exemple? Sans oublier, on l'a dit tout à l'heure, la douleur en tant physiquement la douleur de la nuque, la douleur des cervicales, mais aussi la douleur comportementale ou le ressenti de la douleur qui peuvent aller avec. Et une fois qu'on a fait ça, on peut donner un avis sur l'éthique de l'utilisation de cette période-là. Il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable encore de donner cet avis. Pour information, il y a une publication qui est très récente en 2024 qui a fait une méta-analyse, que tu connais Alice, largement, qui a repris, alors je ne sais plus combien, tu vas savoir mieux que moi, mais... Combien? Publication. Oui, mais en nombre de chevaux, c'est monstrueux. Et qui, justement, essaye de répondre à ces questions-là. Bon, ça, c'est pour l'illustration. Je vous ai repris 2 illustrations. Une de l'Institut l'ISES, Society for Equine Science, merci, j'ai un petit trou de mémoire, et l'autre de la FEI qui essaye de définir cette chose-là. Le sujet de l'hyperflexion, c'est un exemple, j'aurais pu parler d'autre chose éventuellement, il est bien, mais il faut le poser dans les bonnes questions. Et si on ne le pose pas dans les bonnes questions, on ne peut pas répondre à les questions. Et la bonne question, ce n'est pas forcément la position de la tête du cheval. La question, c'est comment on le fait, ou pourquoi on l'a fait, et qu'est-ce que ça implique en matière de critères éthiques. Conclusion du clinicien que je suis. Pour répondre à une question éthique à un instant T en tenant compte du passif, tout en étant objectif et en situation de terrain. Telle est la question. Pas facile de répondre à cette question-là. Parce que c'est à l'instant T, il faut prendre en compte ce qui s'est passé avant, il faut être objectif par rapport à ce qu'on voit et pas simplement avoir des préconçus, et être sur le terrain. Sur le cas de l'hyperflexion, c'est compliqué, par exemple. Et pour ce faire, moi, je vous dirais en conclusion que
on peut s'inspirer encore une fois d'une technique ou d'une approche qui est utilisée beaucoup dans les EHPAD, qui s'appelle l'approche de la qualité de vie. Alors, je ne sais pas si vous en avez assez entendu parler avant, mais plutôt que de parler de bien-être animal, qui, comme je vous disais tout à l'heure, est parfois un concept un petit peu flou, il vaut mieux peut-être se parler de qualité de vie de l'animal, de la personne âgée, du poulet de batterie, de la vache de laitière, etc. Et voir comment ça correspond ou pas, ou ça répond aux critères bioéthiques. Alors la qualité de vie, je vous l'ai fait très simple là pour conclure, parce que ce n'est pas le sujet, mais ça sera éventuellement un sujet pour une autre année, si on veut en parler un jour. C'est évidemment du bien-être animal, tel qu'on l'a défini tout à l'heure. Donc avec tous les fondamentaux réglementaires, toutes les améliorations environnementales, mes fameux... alors là, j'ai mis les 3 F pour le bien-être animal pour les nuls, hein, mais bon, on peut aller plus loin, on peut être beaucoup plus précis dans cette appréciation-là. Moi, comme je suis un soignant, la santé mentale et la santé physique, ça paraît être un des critères essentiels et j'y suis particulièrement attaché. Et puis, on en a parlé un petit peu toute la journée. La cognition, c'est-à-dire la perception et l'assimilation au niveau, l'intégration au niveau du cerveau des stimulations environnementales que reçoit le cheval au quotidien dans sa vie. C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable de s'adapter? Est-ce que quand on lui demande tel ou tel mode de vie ou qu'on lui impose tel ou tel mode de vie, est-ce qu'il est encore capable de s'adapter à ça ou est-ce que ça dépasse ses capacités d'adaptation? Est-ce qu'il est encore capable d'avoir une activité sociale et exploratoire? Est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il a une douleur aiguë, chronique, physique, psychologique? Voilà. Et puis, quelle est la relation qu'il a avec l'homme? Et si vous croisez ça avec les critères d'éthique, en fait, vous apercevez qu'on parle exactement de la même chose de façon différente. Donc moi, l'approche de qualité de vie que j'utilise aujourd'hui, en fait, elle répond à cette façon d'apprécier les choses de façon... dans une démarche éthique. Et je voulais vous en parler aujourd'hui parce que je pense que dans l'avenir, pour répondre à toutes les questions qu'on se pose et le fait qu'on a été ici toute cette journée avec toutes ces informations-là, il va falloir, c'est bien d'avoir des datas, on peut avoir des tas de datas, puis demain on aura des objets connectés et on aura des puces sur les chevaux qui nous auront des tas de datas, sauf que maintenant il va falloir les traiter ces datas. Et pour ça, il faut vraiment avoir la méthode de traitement des datas et c'est là toute la difficulté. Voilà, je voulais juste vous remercier pour votre attention et répondre éventuellement à quelques questions.